c'est pour dire que des bêtises. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Ferme ta boîte à camembert. Ferme ta boîte à camembert. Elle parle tout le temps, elle ne prend jamais de congé. Ah, ça va, oui, allez. Arrêtez de dire des inepties pareilles. Ferme ta boîte à camembert. Donc, je m'appelle Jean-Yves Le Poulain, je suis conseiller technique et artistique de la société Angenieux et donc je participe intensivement au développement de nos objectifs depuis environ 10 ans. Ok. Est-ce que tu peux me dire en fait quel est ton background? Tu faisais quoi avant? Eh bien écoute, je suis sorti de Louis Lumière en 1980 après avoir passé 3 ans d'études en fait à Louis Lumière, et j'ai fait des études d'optique à Jussieu en sortant du bac pendant près de 3 ans aussi. Et ensuite j'ai travaillé en sortant de l'école. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal de documentaires et de reportages à la SFP. Et j'ai eu une opportunité j'avais envie de travailler aussi sur du long métrage. J'ai rencontré à l'époque, en 1980, l'assistant de Pierre Lhomme, Éric Dumage. Et Pierre Lhomme, avec lequel je suis resté, j'ai été son assistant, et puis après j'ai fait du cadre avec lui, enfin bon, pendant 20 ans. Voilà, jusqu'à donc de quartet à Mon homme de Bertrand Blier. Donc c'est pour ça que j'aime pas trop parler de mon ancienne vie, parce que je trouve que vraiment aujourd'hui, on peut être bluffé chaque fois qu'on allume notre ordinateur, en fait, ou notre téléphone même. Oui, mais ton ancienne vie, elle sert aux ingénieurs ici à parler cinéma. C'est la continuité des choses. Oui, oui. Il a bien fallu leur faire de apprends la un peinture langage. rupestre avant de passer à la Renaissance, bien sûr. Non, mais enfin, là, il y a vraiment il y a un niveau de créativité que je trouve assez bluffant, mais parce que les outils aussi le permettent. Nous, des caméras, des Panaflex, on avait quand même des corps d'appareil plus des objectifs, on était entre 30 et 50 kilos, on est quand même moins souple qu'avec des caméras de ce gabarit-là qui pèsent 3 kilos, qu'on peut... Enfin, bien évidemment, on peut faire beaucoup d'autres choses. Donc ça, c'est bluffant. Et le zoom permet ça. Et le zoom est un complément, le zoom est aussi une forme d'écriture. Et de liberté. Et de liberté, et de souplesse. Et à une époque où les zooms sont moins aussi bons que les primes, donc ce qui n'était pas le cas quand j'ai commencé à travailler, où vraiment on commençait par choisir des primes avant de choisir des zooms pour des simples histoires de niveau de qualité, déjà pour commencer. Donc oui, c'est quand même pratique de travailler, même si on ne fait pas de zoom, de travailler avec et de pouvoir changer sa focale et réajuster au dernier moment sans avoir à déranger les comédiens, sans avoir à remonter un travelling, etc. Simplement en jouant un tout petit peu sur échapper à un projecteur au dernier moment pour garder le mood et rester dans l'action. C'est quand même très confortable. À partir du moment où on a les mêmes niveaux de qualité, bien sûr. Et puis, enfin, je trouve pas que ça soit, surtout comme cadreur, par exemple, c'est 3 minutes que l'on a alors que les comédiens sont en train d'entrer, de se mettre en place, etc., et qu'on va bientôt tourner, et puis qu'un projecteur arrive au dernier moment en bord de champ, ou etc., pouvoir le corriger sans interrompre le processus, parce qu'avant tout, un film, ce sont des comédiens, quoi. C'est des comédiens, une mise en scène, c'est quand même la première chose. Enfin, un scénario, enfin, ce que nous savons. Après, notre contrat, c'est déjà de ne pas perdre l'information. Après, si on amène quelque chose qui est lié, c'est encore mieux. Mais déjà, le premier contrat, c'est de ne pas perdre les informations. C'est ça qui est important parce que c'est trop précieux. Un comédien peut réussir une prise et on peut avoir des choses magiques. Il y a des tas de moments magiques pendant le tournage. Donc ça a été toujours... Et ça, c'est un truc de pointeur, tu vois. Moi, j'ai eu cette espèce d'obsession.
C'est parce que certainement je suis issu d'une famille de comédiens, donc le jeu et éventuellement sa rareté, son côté unique a toujours été obsessionnel. Donc en tant que pointeur, par exemple, il fallait que toutes les prises soient bonnes. Tu vois, donc je faisais en sorte que d'essayer le plus possible, en tout cas, que chacune des prises soit toujours bonne. Parce qu'on a affaire à des êtres vivants et qu'on a des moments de grâce qui ne sont pas forcément reproductibles. Donc ça, c'était un peu Donc l'idée du zoom, c'est un peu dans cette idée-là, c'est de ne pas interrompre le processus et d'avoir quand même un outil qui n'est pas sacrificiel et qui permet de réajuster au dernier moment sans risquer de créer des ruptures de mood. C'était un peu ça l'esprit. C'est pour ça que... Et d'ailleurs, la plupart des opérateurs avec lesquels j'ai travaillé comme assistant... c'était des grands amateurs de zoom, pas pour le zoom, mais simplement parce qu'ils trouvaient ça pratique. Mais quelquefois, pour des niveaux de qualité, on travaillait avec des primes, etc. Mais je vous dis encore une fois, les niveaux de qualité des zooms comparativement aux focales fixes, c'est relativement récent qu'on ait ces niveaux de qualité, et pas simplement chez nous, d'une manière générale. Les niveaux de qualité sont globalement très hauts, tous très hauts. Donc je me méfie toujours, moi, des... généralité. Non, et puis d'objectifs qui ont un goût un peu trop fort. Parce que je crains toujours que ça soit un peu des cache-misères d'autre chose. Pour moi, avant tout, c'est la mise en scène, c'est la comédie, c'est les comédiens, encore une fois, et puis la forme d'écriture, bien sûr, mais je me méfie d'effets trop visibles. J'ai peur que ça gâche la comédie, en fait. Ça prenne de la place. Que ça prenne trop de place. Tu vois, que ça soit trop sacrificiel, en fait. Donc voilà, et d'autant plus que le cinéma numérique, c'est aussi les traitements numériques, et qu'il y a des choses absolument formidables qui peuvent se faire aujourd'hui en post-production, qui nous étaient interdits, puisqu'on faisait tout à la prise de vue, quasiment tout. Aujourd'hui, on doit profiter aussi des outils du numérique qui sont incroyables. Incroyables. On voit des films qu'on n'aurait jamais vus il y a 20 ans, évidemment. Ça, moi, ça me bluffe totalement. Donc t'es encore un grand consommateur d'images. Ah bah oui, moi tu regardes Netflix. Bien sûr, tant que je serai vivant, j'espère que même à moitié mort, je regarderai bien sûr que j'ai Netflix. Et puis je regarde beaucoup d'images, je vais souvent au cinéma, je regarde beaucoup la télévision. Je trouve que le documentaire n'a jamais été aussi remarquable qu'il l'est actuellement. Je trouve que vraiment, on vit une époque absolument incroyable, quoi. Très très fier d'avoir vécu et d'avoir travaillé pendant cette espèce de révolution incroyable du passage au numérique. Ouais. Et comment tu trouves ta place dans une entreprise industrielle comme Thales en tant qu'homme d'image? C'est quoi le lien entre chef-op, caméraman, opérateur, et puis aider une entreprise comme Ingenieux à construire des produits industriels? Écoute, j'ai rencontré tout à fait par hasard le président d'Ingenieux de l'époque, qui s'appelait Philippe Parrain. Et j'animais un atelier à la Fémis, et il y avait un monsieur qui était dans l'ombre, qui est venu plusieurs jours, que je connaissais absolument pas. Donc il venait tous les jours, il rentrait, il sortait, et puis un jour, au bout de 2 jours, il est venu me voir en me disant « Bon, écoutez, ce que vous dites aux étudiants, ça m'intéresse beaucoup. On a besoin d'être plus en contact avec les gens du métier, avec les utilisateurs. Est-ce que vous voulez passer à l'usine, discuter avec nos équipes de développement, avec nos ingénieurs, parler de cinéma ?» Donc parler de nos produits, éventuellement les critiquer et nous donner des idées pour des produits futurs.
Donc tout s'est fait un petit peu comme ça, par hasard. Moi, j'avais aucune intention d'ailleurs de travailler pour une société. Étant intermittent depuis, j'ai travaillé plus de 30 ans, donc même intermittent à la prise de vue, et donc en long métrage, en pub, en documentaire. Donc je ne pensais pas spécialement travailler, en tout cas à long terme, pour une société telle que Thales Ingénieux, en fait. Et tu es resté? Et je suis resté parce que c'est tout à fait passionnant, en fait. Parce que... Ah ben justement, explique-moi un peu ton travail ici. Donc mon travail... consiste en quoi? Donc mon travail, ça consiste à créer, à donner envie à notre direction de développer des objectifs que je considère comme étant de bon ton dans le contexte, comme étant des outils indispensables même pour les cinéastes d'aujourd'hui. Est-ce que tu dirais que tu fais le pont entre l'artistique et le technique? J'essaye. Tu essayes. J'essaye. Et est-ce que c'est facile de faire le lien entre une intention artistique, un besoin artistique, et de l'optoélectronique? Non, c'est pas facile du tout parce que la vie d'un cinéaste et la vie d'un ingénieur, a fortiori à Saint-Éan, n'a pas grand-chose à voir, mais en réalité, c'est pas à partir du moment où les gens, à partir du moment où il y a un intérêt à développer des nouveaux produits, qu'il y a une passion pour le développement et une petite passion pour le cinéma, le dialogue peut s'établir, bien sûr. Mais ça n'est pas facile, non. Et comment tu fais? Alors, qu'est-ce que tu racontes à tes interlocuteurs ici chez Ingénieux quand j'imagine que tu rencontres des chefs-op, que les chefs-op te font des demandes? Pas trop. Pas trop. Pas trop. On est plutôt en force de proposition. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà de voir comment a évolué le métier, si je suis toujours dans l'air du temps, si j'ose dire. Donc, si les produits que j'ai envie de proposer sont toujours des outils utiles. À une époque, on est passé du cinéma argentique au cinéma numérique, ce qui est quand même une énorme révolution, qui a changé pas mal de choses, et donc d'adapter des nouveaux outils au cinéma numérique principalement, et du cinéma numérique de très haute gamme, bien sûr. Qu'est-ce que ça a changé dans le métier au niveau des optiques, le numérique? L'ergonomie des caméras, par exemple, la sensibilité des caméras, l'appréhension directe des images pendant la prise de vue, le processus mental, le support de réflexion qu'éventuellement peut avoir une équipe de tournage, évidemment, n'a plus rien à voir par rapport à aux conditions du cinéma argentique, où beaucoup de choses étaient de l'ordre de la confiance, du savoir-faire et de l'expérience. Mais pour l'optique en particulier, qu'est-ce que ça change? Pour l'optique en particulier, ce que ça change, c'est évidemment au niveau ergonomique, par exemple, des caméras extrêmement plus légères, donc beaucoup plus petites, une génération aussi qui bouge beaucoup plus et qui... plus à l'épaule, tu veux dire? À l'épaule, le point de vue de la mouche, etc., avec des caméras qui sont évidemment beaucoup plus mobiles, des outils aussi, des plateformes qui sont beaucoup plus mobiles, donc ça suppose aussi des objectifs qui ont un certain gabarit, de façon à pouvoir être utilisés, peut-être plus à l'épaule, peut-être plus sur des rigs, plus dynamiques en fait. Plus léger. Plus léger. Le fait d'avoir des caméras plus petites et plus légères, ça incite au mouvement, je pense. Et alors, qu'y a-t-il dans ton cahier des charges quand tu dis je voudrais fabriquer le zoom de mes rêves? Oui. Comment tu le définis en termes, je sais pas, la première page de ton cahier des charges, quelle est ton intention? Quand tu expliques ton intention et que tu veux créer cette optique de tes rêves, tu dis quoi? Donc la première page, c'est une page qui parle de cinéma
et qui fait référence à des films plutôt récents, qui Donc, essaye de des exemples ? décrire. Oui, donc je prends des exemples évidemment, et j'essaye d'intégrer un certain nombre de paramètres qui sont des paramètres de ce que j'estime être les paramètres essentiels du cinéma d'aujourd'hui. Donc sur la dynamique, donc par exemple si on veut faire des rapports sur des petits zooms, si on parle de zoom, on parle de légèreté, on parle de poids, on parle donc dans ce dossier. Donc cette première page, on appelle ça des spécifications de besoins. Elle essaye de décrire un petit peu le contexte, à qui s'adresse l'objectif qu'on imagine. Et ensuite, les pages restantes, une bonne 50aine de pages, décrivent le plus précisément possible, techniquement. Donc c'est fait avec des ingénieurs. On essaye de profiler l'objectif le plus précisément possible. Et qu'est-ce que tu mettras en avant ? C'est quoi si tu devais me citer 5 paramètres primordiaux dans ta demande, j'entends qu'il y a la légèreté. Donc l'ergonomie, bien sûr. Le ratio, la sensibilité, donc à quel diaphragme, les minimums de points et les performances optiques que l'on considère comme incontournables et qui sont liées évidemment on parle de résolution des caméras numériques. Tu as remarqué que c'est un peu la guerre des cas. Et puis la guerre des couvertures, puisque les capteurs aujourd'hui ne sont plus limités comme ils l'ont été pendant des années, pendant 70 ans en fait, par les perforations du film. Donc tout d'un coup, le fait de ne plus avoir de perforations, c'est des nouveaux formats. Donc ça veut dire aussi pour nous avoir des objectifs qui couvrent ces formats. Donc des formats de plus en plus grands, sachant que toute augmentation de couverture va impacter le profil de l'objectif, bien sûr. Donc la taille, le poids, le prix, la sensibilité, le prix, bien sûr. Donc ça impacte, oui, directement l'objectif. On ne joue pas trop sur les niveaux de qualité. En réalité, au niveau les niveaux de qualité, on les a gardés. C'est-à-dire, tu peux me donner un exemple ? C'est-à-dire que par exemple, on considère toujours on considère toujours que le haut de gamme impose les 200 paires de lignes par millimètre au centre de l'image, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont des paramètres techniques qui ne sont pas négociables ? Oui, il y a des choses par exemple qui sont liées à la projection numérique. Une des plus grosses révolutions, elle a été d'ailleurs beaucoup plus radicale pour nous et beaucoup plus traumatisante de par la projection que par la prise de vue, par exemple. C'est-à-dire que la projection, la qualité de la projection n'a plus rien à voir avec la qualité d'une projection analogique. Donc, ça veut dire qu'on doit surtout ne pas perdre nos ambitions au centre de l'image, et qu'on a amélioré énormément les bords d'image, les tiers d'image et les coins d'image, puisqu'aujourd'hui, sur une projection numérique, les niveaux de qualité sont remarquables sur l'ensemble de l'image. Ce qui était relativement nouveau par rapport à une projection analogique qui était déjà beaucoup plus floue sur les bords d'image. Et en termes de texture de l'image, comment tu vois l'optique ? Est-ce que pour toi, en fait, c'est l'optique qui est au cœur de la texture de l'image ? Alors, c'est pas simplement une histoire de texture. Déjà, au niveau des performances, on a amélioré beaucoup de choses. On a même commencé d'ailleurs au départ, en 2010, à plutôt faire des upgrades sur les couvertures de format, améliorer justement les bords d'image. Donc, pour être précis, quand tu parles de bord d'image, c'est d'améliorer l'homogénéité de la qualité de l'optique au centre de l'optique et sur les bords. Entre le centre et les bords. Entre le centre et les bords. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on essaie de garder la même précision au centre et sur les bords.
les mêmes déformations, s'il y a des déformations, le moins possible, Voilà, sachant que... en géométrique, en chromatique, en tout. Oui, en fait, en tout, et effectivement sur les aberrations chromatiques, enfin sur un certain nombre d'aberrations, il y a des aberrations qui sont incontournables et difficilement corrigeables en post-production, parce que le cinéma numérique, c'est aussi les effets spéciaux, c'est aussi du travail de post-production, c'est aussi éventuellement du codage de pupilles, du traitement en direct de l'information qui peut être corrigée éventuellement en direct. On va vers ce monde-là en tout cas, un monde de processing et de processing en direct. Ok. Et par exemple, si je te parle de contraste, est-ce que toi, tu peux demander à une optique d'avoir un contraste plus ou moins fort? Oui, bien sûr. Je pense même que c'est notre ADN. Dissocié de la MTF. Dissocié de la... Enfin, pas dissocié, dissocié de la résolution, en tout cas. C'est un peu comme quand on regarde une image sur un écran. Quand on regarde une image sur un écran, le sentiment de piquer de l'image, il peut se faire de deux manières. Une manière un peu fictive par manque de résolution en augmentant le contraste, c'est ce qu'on a vu sur les premières caméras numériques et a fortiori sur les caméras broadcast. Encore aujourd'hui. On manquait de résolution, donc donc on pousse le contraste pour donner un sentiment de piqué, même si en réalité il ne l'est pas. Nous, dans la mesure où on a décidé de garder un maximum de détails, de garder la barre très haute sur l'ensemble de l'image, ce qui nous permettait de descendre le contraste, de ne pas avoir à chercher du contraste. Donc on a la gamme Optimo sur plutôt des objectifs plutôt doux, en fait, parce que le détail est bien là. Et on peut jouer sur la colorimétrie, c'est-à-dire dans ton cahier des charges, tu peux dire je veux une optique chaude, une optique froide, ou une optique qui va travailler les teintes chères aussi. Alors, au niveau de la colorimétrie, on a, c'est ce qu'on appelle l'IRC, on a une tradition, on a quelque chose, et il ne faut pas oublier que c'est une société qui fabrique des objectifs pour la photo ou pour le cinéma depuis plus de 80 ans. Donc il y a une expérience de la chose. Naturellement, la gamme, ce sont plutôt des objectifs plutôt un peu plus chauds. On préfère des carnations un peu chaudes, on trouve ça plus heureux que des objectifs froids. D'ailleurs le froid, on pense aussi un peu contraste quand on parle d'objectifs froids. Donc nos objectifs sont plutôt un peu chauds. Et donc ça peut faire partie de ton cahier des charges. Donc ça fait partie... En fait, dans le cahier des charges, bien évidemment, on parle de colorimétrie, mais on revient à des solutions qui existent déjà, puisque la gamme existe déjà. Donc tous les objectifs que l'on sort aujourd'hui, ils doivent évidemment s'intégrer dans le système que représentent les Optimo. Ok, donc on a dit que la MTF, vous étiez autour de 200 paires de lignes par millimètre, ça c'était on va dire le haut de gamme visé. Oui. Est-ce que le bokeh, ça peut être quelque chose sur lequel tu peux jouer dans ta conception de l'optique? Oui. Sur quoi tu vas jouer? Alors déjà dans l'optimisation de l'objectif, on peut faire un certain nombre de choses, puisque après avoir fait empiler les lentilles, si j'ose dire, au moment du montage, il y a toute une période qui représente beaucoup d'heures d'optimisation de l'objectif. Donc dans cette optimisation, les objectifs sont conçus de telle sorte que quasiment tous les sous-ensembles peuvent être réajustés. Et c'est d'ailleurs un des prix de l'objectif aussi. Enfin, c'est cette capacité à cet objectif d'être toujours avec le maximum de performance, puisque tout est réglable. Donc ce réglage aussi, il est évidemment assez compliqué à mettre en place. Ça, c'est une réponse très politique. Est-ce que... Non, c'est une réalité. Oui, je sais bien. Mais en fait, comment tu peux moduler... Enfin, pas comment, mais qu'est-ce que tu vas pouvoir, toi, moduler dans l'esthétique du bokeh? C'était ça. Alors, on peut... en réalité, on peut modifier pas mal de choses. C'est-à-dire que
Dans le bokeh, il y a souvent des aberrations. Ce qui lui donne d'ailleurs souvent son charme, ce sont les aberrations qu'il y a à l'intérieur. Donc celles-là, elles sont réglables aussi. Donc tu peux jouer sur donc on peut jouer la forme. Alors on peut jouer. Alors tout dépend de quelle génération d'objectifs on parle. Sur les Avant primes. les primes, par exemple, là nous sommes en train de développer des primes. On va bientôt sortir une série de 12 objectifs. Eux sont configurables. C'est-à-dire que dans le design, une maison de location, un technicien d'une maison de location peut passer 10 minutes sur un objectif, changer par exemple le diaphragme, passer de 9 pales à 6 pales à 13 pales, éventuellement à autre chose. Et on a la possibilité de jouer sur une zone qu'on appelle une zone afocale. Une zone un peu particulière de l'objectif sur lequel on peut, dans laquelle on peut placer des choses, des dioptres, des filtrages avec une stabilité qui ne dépendra pas de la focale, qui ne dépendra pas du diaphragme, qui ne dépendra pas de la mise au point. Si on donnait par exemple un exemple sur des trames, on fait des très jolies choses avec des trames, donc à l'avant, éventuellement à l'arrière. La difficulté, c'est que quand vous les placez à l'avant, elles ont tendance à, sur les courtes focales, à apparaître plus vite, donc à ce qu'on puisse discerner la trame du filtre. Ça dépend de la mise au point, ça dépend de la focale. Et si on essaye de les mettre sur l'arrière, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que plus les focales sont longues, plus on a tendance à les faire apparaître, puisqu'il y a plus de profondeur de foyer. Là on peut se retrouver dans une zone où justement la position du filtre sera d'une stabilité absolue en zone afocale d'un objectif à l'autre. Donc on pourrait imaginer par exemple donner à une même série d'objectifs différents looks qui seront préinstallés par le technicien de la maison de location et qui auront telle tendance, donc de contraste. Et ça c'est dans les primes. Donc ça c'est pour les primes. D'accord. Puisqu'on a cette zone. On a d'ailleurs une zone afocale que l'on a aussi, par exemple sur le 25-250 où on a un porte-filtre afocal sur lequel on peut faire toutes sortes de choses, bien évidemment. Okay. Et sans que ça impacte, sans que ça soit douloureux et difficile à gérer en fonction de la focale et en fonction de la position de ce filtre. Okay. Et par exemple, sur tout ce qui est artefact du type flair, est-ce que, par exemple, ça peut faire partie du cahier des charges, avoir des flairs particuliers, horizontaux, verticaux, de couleur bleue Bien sûr, on pourra faire ce genre de choses aussi. D'accord. Que dans les primes. Alors, on pourra le faire dans les primes et on peut le faire déjà sur le 25-250. En fait, on pourrait le faire... on a des tas de manières de faire. Ça peut être aussi des couches. Ça peut être des couches. Et puis, on a même... vous avez vu, en niveau... en filtrage, on a des tas de filtres qui peuvent faire des blue strike, etc. Bien que le blue strike naturel en anamorphique... en anamorphose frontale est tout à fait particulier et difficile à reproduire. Okay. Et justement, l'anamorphique, quelle place a l'anamorphique aujourd'hui chez Angenieux ? Et toi, dans tes choix artistiques Enfin, moi, j'ai beaucoup tourné en anamorphique c'était toujours un peu douloureux parce que les objectifs n'avaient pas les niveaux de qualité des objectifs d'aujourd'hui. Donc, comment faire un film en anamorphique, c'était souvent des essais beaucoup plus longs, plus un éventail plus large d'objectifs pour pouvoir choisir avec des objectifs qui étaient vraiment d'une qualité quelquefois insuffisante. Et c'est plus le cas maintenant. Et non, aujourd'hui, je pense qu'il y a un confort technique qui est absolument remarquable. Il y a vraiment sur le marché des très très beaux objectifs. Et vous avez une particularité chez Angenieux. Alors, c'est l'arrière qui peut s'enlever. Alors, on a choisi, quand on parle d'anamorphique,
De toute façon, on a énormément de mal à accepter des objectifs de mauvaise qualité. Ça, c'est vraiment culturel. Donc, on a des exigences d'homogénéité de résolution sur l'ensemble de l'image, on a des exigences d'opticien, en fait, sur les distorsions, sur les aberrations, etc. Donc, il y a des défauts que l'on n'aime pas, spécialement en anamorphique, ça peut être assez douloureux. Je parle d'un zoom, hein, d'avoir de l'anamorphose, de l'anamorphique avant. On s'est posé la question, bien évidemment, on a même essayé des choses, d'avoir de l'anamorphique, donc des lentilles cylindriques sur l'avant de l'objectif, parce que ça nous contraignait beaucoup sur les niveaux de qualité. Des pompages que je n'aime pas beaucoup, spécialement en anamorphique. Des distorsions. Ce qui nous intéressait, c'est d'avoir, sur une génération de caméras numériques beaucoup plus légères, beaucoup plus mobiles, de retrouver une ergonomie avec un zoom, avec des caméras numériques. Ça, c'était l'impératif. Donc, si on veut à la fois profiter de la réalité de l'anamorphique, c'est-à-dire cette spécificité dans les perspectives, donc la relation premier plan, avant-plan, arrière-plan, qui est vraiment très très spécifique à l'anamorphique. Si on place des lentilles cylindriques, les niveaux de qualité sont insuffisants, il y a beaucoup de pompage en général, en frontal, et puis l'objectif devient, là où quand il pèse 2 kg, il va en peser 5. Les pare-soleil, tout ce que l'on met autour, nous, on a cherché la priorité qui était donnée sur nos 2 premiers zooms anamorphiques à 2S, donc le 30-72 et le 56-152, c'était l'ergonomie. On voulait l'objectif le plus petit possible, le plus petit en anamorphique 2 fois et le plus léger possible. Donc on se retrouve avec un objectif de 2 kg, un objectif qui ne pompe quasiment pas, qui n'a quasiment pas de distorsion, enfin très peu de distorsion, qui a des niveaux de qualité assez remarquables sur l'ensemble, qui sont des images qui sont très homogènes. Donc ça allait dans notre sens. Donc des petits objectifs. Et ensuite on est passé sur un rapport 10 fois, parce que on avait besoin aussi d'avoir des ratios plus importants, avec un objectif qui pèse 7 kg, qui est un 42-420. Et en se disant en même temps que les caméras numériques étaient tellement sensibles aujourd'hui qu'on pouvait ne pas trop donner d'embonpoint aux objectifs, avec des diaphragmes qui finalement étaient des diaphragmes d'usage, donc aux alentours de 4, parce que l'anamorphique c'est aussi une certaine forme de lisibilité dans les arrière-plans, et que le bel anamorphique, c'est aussi, même si on a du bokeh, etc., c'est d'avoir quand même un niveau de lisibilité sur le décor. Pourquoi les chefs-op ils basculent vers l'anamorphique? C'est quoi l'attrait de l'anamorphique pour toi? L'attrait de l'anamorphique, c'est d'avoir 2 focales dans un seul objectif, donc d'avoir un rapport de perspective assez particulier. Et ça, il n'y a pas d'équivalent, il faut des lentilles cylindriques. Donc de déstabiliser l'œil, c'est ça? Non, pas le déstabiliser, lui donner un ton, un lyrisme qui appartient à ce format-là, et que les spectateurs comme les cinéastes aiment beaucoup, bien sûr. C'est très c'est assez frappant d'ailleurs. Tu vois, sur un atelier que je fais là depuis près de 20 ans à la FEMIS, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est que les étudiants mettent l'œil à l'œilleton et ça y est, c'est fait. On ne sait pas très bien pourquoi. Il y a quelque chose qui se passe dans le regard qui fait que, en général, les étudiants après cet atelier, ils veulent tous tourner en anamorphique. Donc il y a quelque chose qui se passe indiscutablement. Moi j'adore l'anamorphique aussi, hein. Je trouve que c'est un des plus beaux formats. Est-ce que ça ne serait pas le format de l'alchimie cinématographique?
Non, je crois que non, je pense pas. De toute façon, je pense qu'il n'y a aucune formule. Je pense que tout est bon et que même les défauts, il faut surtout pas les éliminer. Encore une fois, il faut pas être strictement technicien. Même si on a un cahier des charges sur les projets, a fortiori sur les projets sur lesquels sont souvent ces zooms, sont des projets très chers. Donc on a un devoir de restitution de l'information. En même temps, le style est une chose évidemment fondamentale, très, très importante, c'est une écriture. Donc, même les défauts en anamorphique sont intéressants. Il faut les garder en tête, mais pas pour tous les films. Il faut les garder pour des films, pour des séquences, mais il faut les garder parce que c'est tout à fait intéressant. Mais simplement, il faut malgré tout se méfier. A fortiori l'anamorphique, c'est fait pour des grands écrans. Donc, il faut garder un niveau de qualité qui ne gêne pas le spectateur. On fait du cinéma pour nos grands-mères, on ne les fait pas pour les experts. Donc, à partir du moment où les niveaux de qualité deviennent insuffisants, ça va gêner ma grand-mère qui va avoir tendance à décrocher du film. Et quelle différence tu fais entre... Donc, Ingénieux se lance dans les primes, ce qui est très nouveau, très récent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un prime et un zoom ? Ce qui fait, c'est que dans un zoom, il y a toujours un compromis. C'est-à-dire que l'objectif, le zoom parfait n'existe pas, l'optique parfaite n'existe pas. J'espère qu'elle n'existera jamais. Ça reste toujours des choix et des compromis d'encombrement, d'ergonomie, de sensibilité. Si on ne veut pas sacrifier la performance, là-dessus on ne joue pas. Et alors pourquoi aujourd'hui vous vous engagez dans la voie des primes ? Qu'est-ce que un ingénieux prime offre de plus ? L'ergonomie. L'ergonomie déjà, donc ça nous permet d'avoir des objectifs quand même qui font 1,8 kg, qui ont cette taille-là, qui ont des encombrements constants en couvrant le full frame, qui ont des niveaux, des qualités optiques vraiment remarquables. Mais ça nous permet d'expertiser, d'aller jouer dans des espaces entre 1,8 et 2,8 qui n'étaient pas le nôtre jusqu'à aujourd'hui. Donc d'avoir une autre relation en dehors de l'ergonomie, d'avoir une autre relation à l'espace et à l'image. Donc bien sûr que ça nous intéresse. Est-ce que tu dirais, après tout ça, on s'achemine vers la conclusion, je ne vais pas t'embêter trop longtemps. Non, mais tu m'embêtes pas. Est-ce que tout ça, en fait, tu te verrais aussi comme un cuisinier avec une recette artistique et technique, c'est-à-dire dans ta marmite, il y a des attentes qualitatives, des attentes artistiques, des attentes de contraste, de colorimétrie, de piqué, de flair, de bokeh, d'ouverture, tout ça. Est-ce que Ingénieux propose une recette en fait particulière, c'est-à-dire un savoir-faire particulier par rapport aux autres optiques ? Non, je crois qu'il y a une façon, il y a une tradition, il y a une philosophie, il y a une philosophie du bel objectif, enfin d'une belle qualité en tout cas optique. Moi, il n'y a pas que ça, puisque j'ai quand même travaillé une trentaine d'années dans ce métier-là, avec beaucoup d'opérateurs, puisque j'étais assistant plus de 20 ans. Moi, évidemment, en dehors de ce contrat de restitution de l'information, j'ai un contrat aussi artistique avec des opérateurs, un metteur en scène, une idée que j'ai échangé pendant des années avec des grands opérateurs, où on s'est donné des choses et j'essaye de ne pas changer ça. C'est-à-dire j'essaye de me préserver et d'essayer de penser comme je penserais à l'époque où je travaillais sur l'image d'un film. Tu vois, j'essaye de ne pas devenir trop... de garder mon naturel, en fait, de garder ce que j'aime. Donc je continue quand je parle des objectifs, j'en parle... et je le pense un petit peu comme si demain j'allais faire un film et
et que dans les tons des films qui nous entourent, dans ce que je vois passer, dans une nouvelle façon d'écrire les choses, j'aurais peut-être bien aimé avoir un objectif qui ressemble à ça, par exemple. Alors, si tu dois partir demain, tu dois choisir un objectif, tu pars avec une Vénice, par exemple, Ouais. et tu dois prendre un objectif qui serait l'objectif idéal pour toi dans la gamme Ingénieux, tu partirais avec lequel? Alors, un zoom? Je peux Oui. partir avec un zoom? Ouais, bien sûr. Je partirais certainement avec l'Ultra 12 fois. Un objectif très lourd. Parce qu'enfin, très lourd. C'est un objectif de 13 kilos, mais donc sur un rapport 12 fois qui a une telle palette un tel ratio que... Il fait quoi comme focale? Donc ça dépend, il peut faire 24-200, ça dépend du format de couverture, bien sûr. Et si t'es en Enfin, Super il est- 35, par exemple? 24-290 à 2.8, je veux dire, c'est un objectif qui n'a plus, qui est le digne successeur, amélioré encore, certainement du zoom le plus célèbre au monde. Le 24-290, c'est presque, ça fait partie de l'anthologie, si j'ose dire. Donc, oui, donc je partirais plutôt avec un objectif qui me permet de faire plein de choses, donc plutôt un gros ratio. Mais je regretterais de ne pas avoir aussi une focale fixe, 27 mm par exemple. Enfin, je sais pas, je pense qu'on n'a jamais assez d'objectifs en fait. Mais ça dépend il y a des objectifs qu'on aime plus que d'autres si tu veux, mais je pense que tu es comme moi, mais ça dépend aussi du film. Tu vois, on peut très bien faire des plans larges au 600 mm, Bertrand Blier le fait régulièrement. Donc, on écrit comme avec un stylo, le stylo ne fait pas l'écrivain. Donc, l'important, c'est d'avoir une palette d'objectifs et d'objectifs qui s'intègrent dans une espèce de logique, donc qui se complètent, enfin voilà, on sait très bien que sur un film, on peut changer à tous les plans, on peut changer d'objectif, donc y compris, on peut changer à tous les plans de zoom pour des caractéristiques, pour des rendus différents, pour des ratios différents, pour une ergonomie différente, enfin voilà. Et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. On mélange les formats, on mélange les caméras, on mélange. Donc il y a une écriture et donc des outils qui doivent s'adapter à des niveaux d'écriture beaucoup plus libres, beaucoup plus vastes, beaucoup plus créatifs probablement. Enfin, plus libres en tout cas. Je ne sais pas si ils sont évidemment très créatifs, mais plus libres. Le fait d'avoir échappé les perforations du film, tout d'un coup, on ne repense plus les choses de la même manière, a fortiori l'anamorphique d'ailleurs, qui avant tout était encore une fois une histoire de résolution au tout départ. On a largement dépassé ce cap-là pour ne garder que l'esthétique qui est liée à ces lentilles cylindriques.